les internes, merci à ceux qui ont survécu à la préparation de ces QCM, puisqu'il y en a un qui manque aujourd'hui à l'appel. Et on va vous laisser présenter le cas clinique et les différentes questions. Allez. On peut dire diapo suivante. Du coup, vous êtes anesthésiste, vous êtes appelé par l'orthopédiste à 8 h pour voir en consultation Madame G, jeune blonde de 82 ans qui a chuté hier à 20 h et qui s'est fait une fracture du col fémoral à gauche. Elle doit bénéficier du coup d'une prothèse de hanche intermédiaire. C'est une dame qui mesure 1,70 m, 61 kg avec un IMC de 21. Elle est autonome à domicile, elle n'a pas d'allergie. Il n'y a pas de notion de traumatisme crânien ni de perte de connaissance lors de la chute. Dans les antécédents médicaux, il y a une FA avec un antécédent d'AVC sans séquelles, une HTA également, pas d'antécédents chirurgicaux. Dans ces traitements, elle est traitée par l'héliquis, du candesartan, de la myodarone et du bisoprolol avec une dernière prise d'héliquis à 19 h. Du coup, première question, chez cette patiente qui a une FA sous apixaban avec une clairance de la créatinine qui est à 65 ml, vous pouvez programmer la patiente dès demain 7 h sans dosage, puisqu'on sera à 36 h de la dernière prise. Si le dosage de l'apixaban réalisé aux urgences à 23 h était à 70 nanogrammes par millilitre, on redose pour faire la chirurgie au plus vite. Le dosage de l'apixaban réalisé aux urgences à 23 h est à 70 nanogrammes par millilitre. On prescrit 25 unités kilo de CCP pour opérer en urgence ce matin. Un TCA inférieur à 1,2 est compatible avec une bonne observance du traitement anticoagulant. Et on ne peut pas s'appuyer sur l'anti-10A HBPM pour l'hexaban. Question suivante peut-être. On met les peut réponses. peut-être montrer les réponses. Ouais. On peut afficher les pourcentages. Du coup, dans les réponses, la gestion des AOD, ça va dépendre du risque hémorragique de la chirurgie, de l'urgence de la chirurgie, de la clairance rénale de la patiente, de la concentration également, si on a une concentration de l'anticoagulant, et de l'heure de la dernière prise. Donc ici, sachant que c'est une chirurgie de prothèse de hanche, c'est une chirurgie qui est considérée comme semi-urgente et à risque hémorragique élevé. Donc on peut totalement la programmer le lendemain à 7 h sans faire de dosage, puisqu'on sera à 36 h de la dernière prise et que les AOD, ils ont une demi-vie à peu près de 12 h chacun. Le dosage de l'apixaban, s'il était à 70 nanogrammes par millilitre, il est au-dessus des cut-offs qui sont à 50 pour les chirurgies à haut risque hémorragique et 30 pour les très haut risque hémorragique. Donc dans ce cas-là, il faut redoser et faire la chirurgie quand il sera en dessous du cut-off. Ce n'est pas une chirurgie urgente, donc on n'a pas besoin de réverser. C'est pour ça que la C est fausse. Pour le TCA, les anticoagulants oraux, ils peuvent allonger le TCA, mais ce n'est pas constant. Donc on peut avoir un TCA normal malgré qu'on soit sous AOD. Et la E était... On peut s'appuyer sur les anti-10A des HBPM pour l'hexaban. Ça nous sera expliqué par le docteur Mouton qui nous expliquera ça. Parfait. Question suivante. Pour la question 2, secondairement, on note une altération de la vigilance. Le scanner cérébral fait en urgence retrouve alors un hématome sous-dural. Si le dosage d'apixaban aux urgences était de 135 nanogrammes par millilitre, 1, on prescrit 25 unités kilo de CCP. 2, on prescrit 50 unités kilo de CCP. 3, on refait un dosage d'apixaban avant d'autoriser la chirurgie. 4, on autorise la chirurgie immédiatement après les CCP. Et 5, c'est une indication théorique à l'andaxanate alpha. On peut afficher les pourcentages. Du coup, ici, on a une chirurgie qui est urgente, avec une chirurgie qui est à risque hémorragique très élevé, puisque c'est de la neurochirurgie. Donc, en effet, on réverse, et on réverse à la dose de 50 unités kilo de CCP. Sinon, ça aurait été 25 pour les autres chirurgies. On autorise la chirurgie immédiatement après les CCP. On n'a pas besoin de refaire un dosage d'apixaban, puisque les CCP, ça va apporter des facteurs, mais ça ne va pas éliminer notre anticoagulant. Et c'est une indication théorique à l'andaxanate alpha, qui a l'AMM dans les hémorragies graves. Voilà.
Hop, on va passer au QCM numéro 3. Si la patiente, cette fois-ci, n'était pas sous Eliquis, mais bien sous dabigatran, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Est-ce qu'on aurait mis l'idarucizumab en première intention? Est-ce qu'on aurait mis les CCP en première intention? Est-ce qu'il résiste à un risque de relargage extravasculaire de dabigatran après la dose d'idarucizumab de 2 fois 2,5 mg? Il n'y a pas de risque thrombotique après l'idarucizumab et les CCP et l'idarucizumab ne peuvent pas être prescrits en même temps. Hop, on peut afficher les pourcentages. Alors, à savoir que le dabigatran est le seul AOD pour lequel on a un véritable antidote qui vient neutraliser l'AOD, à contrario de l'indaxanet alpha, mais là le docteur Mouton aussi vous expliquera bien mieux que moi. Effectivement, l'idarucizumab sera mis en première intention pour venir neutraliser le dabigatran, à contrario des CCP. Il existe bien un risque de relargage extravasculaire de dabigatran, donc il faudra être vigilant avec des risques de rebond après l'idarucizumab. On peut prescrire les CCP et l'idarucizumab en même temps, mais pas forcément pour la même indication. Un patient sous dabigatran qui a été réversé et qui continue de saigner peut bénéficier de CCP si le saignement se poursuit. Et il existe aussi un risque thrombotique veineux et artériel après injection d'idarucizumab. On va pouvoir passer au QCM numéro 4. Après la neurochirurgie d'évacuation de l'hématome sous-dural, la patiente sort en réanimation. On va parler de l'admission en réanimation du patient sous anticoagulant. Est-ce que l'admission est systématique pour un patient dont la reprise d'anticoagulant est nécessaire rapidement avec un risque hémorragique? Est-ce que l'admission est guidée par la survenue de complications au décours de la prise en charge chirurgicale? Est-ce que l'admission en réanimation est utile pour traiter les défaillances d'organes? Est-ce qu'il faut une place systématiquement en réanimation pour surveiller un patient à risque thrombotique majeur lors de l'arrêt de l'anticoagulation? Et l'indaxanet alpha permet d'éliminer complètement l'AOD. On va pouvoir mettre les pourcentages. Alors, effectivement, l'admission en réanimation est très utile pour traiter les défaillances d'organes. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Et effectivement, elle est guidée également par ce qui se passe au cours de la prise en charge chirurgicale. Mais effectivement, elle n'est pas du tout systématique pour les autres cas. Il y a beaucoup de cas qui peuvent juste bénéficier de soins continus et pas forcément de réanimation, notamment la reprise de l'anticoagulation ou l'arrêt d'une anticoagulation. Et effectivement, comme je l'ai dit avant, l'indaxanet alpha n'élimine pas complètement l'AOD parce qu'elle ne va pas neutraliser l'AOD. On va passer au 5e et dernier QCM. Un an après toutes ces péripéties, notre jeune dame, notre patiente doit avoir une extraction dentaire des 4 cadrans en ambulatoire. Concernant son traitement anticoagulant, est-ce qu'en préopératoire, la dernière prise d'AOD sera à J-3? Est-ce qu'on arrêtera l'AOD à J-5? Est-ce qu'on fait un relais préopératoire à J10 de l'AOD par une HBPM? Est-ce qu'on saute une prise d'AOD la veille et on reprend le soir de l'intervention? Ou on ne fait pas d'arrêt de l'AOD, mais on réalise l'intervention en plusieurs temps différents? On peut mettre les pourcentages. Ça, c'était plutôt le topo de Pierre que vous avez vu, de Pierre Albaladejo ce matin. Enfin, pas ce matin, tout à l'heure. Effectivement, l'AOD sera arrêtée à J-3 et il préconisait, Pierre Albaladejo, de ne pas forcément faire d'arrêt et une intervention qui a un risque hémorragique minime sur une extraction dentaire des 4 cadrans, de faire l'intervention en plusieurs fois et de ne pas forcément arrêter l'AOD.